Ce matin-là, les Fuel Girls n'avaient pas l'air trop inquiètes pour le réchauffement planétaire. Les passionnés de voitures qui visitaient le salon du tuning non plus. Et pas trop la gaule, hein. L'urgence climatique n'est pas arrivée jusqu'ici. Même si les voitures devaient nous tuer à petit feu, elles sont tellement désirables. Et cette année, la star du salon est une voiture qui ressemble à un tank. Ouais, mais attends, ça c'est... Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec ça? Hummer H2. Non, ça c'est un H3, je crois. Ça, c'est magnifique, ça. Sérieux, c'est magnifique. C'est pas un 4x4, on va dire, c'est un monstre. Le jour où tu cartonnes avec ça, toi, t'as rien, quoi. Toi, t'as rien. Le Hummer est le plus impérial, le plus gourmand en essence des véhicules tout-terrain. Celui-là, il est estimé à 149 000 € et on le vend 119. Ouais, c'est quand même de l'argent. C'est quand même de l'argent. Mais bon, il est pas si cher que ça. Le Hummer est la version civile d'un véhicule blindé américain, le Humvee. 3 tonnes de métal et une largeur hors du commun. Le Hummer a bénéficié du plus long spot publicitaire de l'histoire de l'automobile, la guerre en Irak. Ils tiennent le choc. Rien ne les arrête, même attaqués. Ils continuent de rouler. On est les rois de la route. On est au même niveau que les camions, c'est imposant, c'est très imposant. On est bien, il y a le luxe, il y a le confort, il y a tout ce qu'il faut dedans pour être bien. Et En surplomb. il y a la puissance. Vous savez combien ils consomment en essence? Non, j'en sais rien. Quand ils sont vides, on va à la pompe et on fait le plein. Ça consomme énormément. Ça consomme entre 37,5 litres et 99 litres si on appuie. 99 litres Ouais, au si on 100. s'amuse. Ouais. Ça veut dire quoi, s'amuser? S'amuser. Et puis au plancher, non-stop. Certains moteurs émettent trop de CO2, c'est-à-dire de gaz carbonique. Vous êtes conscient de ça? Pour moi, c'est plutôt une histoire de business qu'autre chose. Il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de gaz, rien du tout, que ce soit 4x4 ou autre véhicule. Je ne veux pas aborder le sujet, mais bon, nous on en parle souvent, mais je pense que c'est plus un business, c'est encore une façon de pouvoir taxer un peu plus les Français, mais moi, c'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est d'acheter des véhicules et de faire rêver les gens, parce que les gens, ils sont là pour rêver. Ça ne fait pas rêver grand monde, mais nos voitures émettent bel et bien des paquets de CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique. Plus elles consomment d'essence, et plus elles en rejettent. Pour parcourir un seul kilomètre, une petite voiture produit en moyenne 120 grammes de CO2. Un gros 4x4 peut monter jusqu'à 350 grammes, soit 3 fois plus pour le même kilomètre. Au niveau planétaire, la voiture est responsable d'1/4 du total des émissions en gaz carbonique. Et cette part ne cesse d'augmenter à mesure que les pays du tiers-monde s'achètent des autos par millions. En quoi le CO2 participe-t-il à l'effet de serre? La question a toujours du mal à intéresser les passionnés d'automobile. Toi, tu sais à quoi est lié le réchauffement climatique par rapport à la voiture? Pas du tout. Peut-être à la pollution, je sais pas. C'est les gaz à effet de serre, la voiture. Ouais, sûrement. Je pense que c'est ça, mais bon. C'était quoi, ça? Un petit geste qui sert. Le CO2 est un gaz présent à l'état naturel dans notre environnement. Mais d'après les scientifiques, nous serions en situation de déséquilibre grave. Le CO2 que nous émettons, il est recyclé par 2 choses, par les arbres et par les océans. Globalement, ces systèmes ajustés depuis très longtemps captent quelque chose qu'on estime à 3 milliards et demi de tonnes de carbone par an. Or, nous en émettons déjà plus de 7. Il y a donc 2 fois trop de gaz carbonique. Le CO2, rejeté en excès par les voitures et l'activité industrielle, se concentre dans l'atmosphère. Il crée une sorte d'écran
qui emprisonne la chaleur. C'est l'effet de serre. Et les relevés des climatologues indiquent une accélération jamais vue jusqu'alors du réchauffement climatique. Quand on regarde les faits, les courbes, on se dit, mais pourvu qu'ils se trompent, mais pourvu qu'ils se trompent, quoi. Mais non. Les résultats sont d'ores et déjà visibles. Sécheresse, inondations, typhons et canicules ne cessent de s'amplifier. Pour échapper à ce cycle infernal, il faudrait, entre autres, changer de voiture. Certains constructeurs surfent sur la tendance. Ils proposent des véhicules hybrides, essence électrique. D'autres érigent le CO2 en argument marketing pour vendre leurs petits modèles. Mais dans les faits, on est encore loin d'une lame de fond. Il y a un hiatus entre le besoin aujourd'hui de s'orienter vers des moyens de transport qui consomment le moins d'atmosphère possible et le fait qu'aujourd'hui, au kilo de voiture vendue, si je puis dire, le 4x4 rapporte plus à un constructeur que la petite voiture. Le 4x4, plus personne n'y échappe. Jusqu'en 2007, les constructeurs français avaient résisté, mais sous la pression, ils craquent. Ils mettent en vente leur tout premier SUV, Sport Utility Vehicle, c'est le terme américain. Aujourd'hui, une poignée d'écologistes est venue demander des comptes à la concession Peugeot des Champs-Élysées, dans une relative indifférence publique. Aujourd'hui, on voit que Peugeot fait l'inverse de ce qu'on serait en droit d'attendre face à l'urgence climatique. Donc ce qu'on veut, c'est être reçu par les responsables de Peugeot pour qu'à un moment, ils arrêtent de commercialiser ces véhicules polluants. S'il vous plaît. Non. Silence radio. On peut être reçu pour vous remettre la palme. Il n'y a personne. Si, il y a vous. Oh la vache. C'est la négation de l'individu. Il n'y a personne et le type me dit il n'y a personne. Mais Peugeot va finir par envoyer son directeur de la communication en personne. Il a une explication. Peugeot doit vite rattraper le marché. Jusqu'à aujourd'hui, Peugeot a été un constructeur relativement modèle. Au moment où vous pouvez valoriser cette image, vous commercialisez un véhicule qui va rejeter 194 grammes, qui est diesel, donc pour un diesel c'est beaucoup, et cette image va être totalement brouillée. On ne peut pas vendre que des petites voitures, c'est vrai qu'on est les leaders en Europe sur les émissions de CO2. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Il faut le rappeler, et parce qu'on est un constructeur généraliste il y a ou une une petite voiture. climatique aujourd'hui. On est d'accord. Si on est d'accord, il ne faut pas mettre sur le marché des véhicules. Reconnaissez qu'un constructeur généraliste ne doit pas être absent d'un créneau qui, de toute façon, avec ou sans nous, est une réalité clientèle. C'est-à-dire que les gens, ils en veulent des voitures comme ça. Alors tout le monde le fait, donc globalement on suit le mouvement. Mais à un moment vous arrêtez de dire que c'est les constructeurs qui vendent les voitures. Si, c'est un fait. Excusez-moi, vous m'avez interrompu et c'est pas ce que j'ai dit. Hein, d'accord ? Bon, alors on se J'ai calme. anticipé. Je pense un peu. Arrêtez de dire que c'est les constructeurs qui créent le besoin. Nous répondons aussi à une attente des gens. À quoi sert la publicité ? À quoi sert la Est-ce publicité ? qu'on a l'engagement de votre part qu'il n'y aura aucune publicité pour le 4007 Il y a une telle demande. Il y a une telle demande qu'il n'y a pas besoin de publicité. Un constructeur généraliste qui doit commercialiser, qui suit la demande, mais vous allez quand même l'anticiper avec Et des nous faisons notre métier de constructeur automobile. Payez-vous un voyage aux États-Unis. On va suivre. L'Amérique. C'est bien pire ou c'est bien mieux, mais c'est souvent là-bas qu'il faut lire notre avenir. Nous avons donc fait comme l'a suggéré le monsieur de chez Peugeot. Nous nous sommes payés un billet. Bienvenue dans le premier pays producteur mondial de CO2. Une nation qui semble façonnée pour ressembler aux rêves des industries automobiles et pétrolières. Entre les banlieues, les centres commerciaux et les quartiers d'affaires, impossible de se passer de véhicules. Aux États-Unis, on compte presque une voiture par habitant. Une sorte d'utopie automobile annoncée dès 1940 par le fabricant General Motors. Dans un film de propagande, il décrivait grâce à des maquettes à quoi ressembleraient nos villes 20 ans plus tard. Over space, man has begun to win victory.
Over a spectacular suspension bridge, the motorway enters a large city. A feature of this bridge is the elimination of congestion, fresh air, fine green parkways, recreational and civic centers. Here is an important intersection in the great metropolis of 1960. Elevated sidewalks give a new measure of safety and convenience to pedestrians. They actually double the available width for traffic in the street. And so, we see some suggestion of the things to come. A world which, far from being finished, is hardly yet begun. Aujourd'hui, le futur radieux décrit par General Motors en 1940 est devenu la réalité quotidienne de millions d'Américains. Ceci n'est pas une banlieue lointaine. Nous sommes en plein centre de la capitale de l'État de New York, Albany. Dans les rues, ce qui saute aux yeux, partout, ce sont les véhicules tout-terrain. Depuis 10 ans, aux États-Unis, la moitié des voitures vendues sont des 4x4. Et ce, malgré la hausse du prix de l'essence, l'urgence climatique et surtout l'inutilité évidente de ce genre de véhicules en ville. Alors, pourquoi acheter d'aussi grosses voitures ? Nous sommes allés poser la question aux Américains les moins qualifiés pour y répondre, des militants écologistes. Je n'ai pas de réponse à ça. Je suis perplexe. Pourquoi ils conduisent des si grosses voitures ? C'est absurde, ils n'en ont pas besoin, c'est pour satisfaire leur ego. C'est un truc d'ignorant. C'est vrai que c'est irrationnel. Moi, j'en ai un vieux à la maison et je ne le conduis pas. J'ai peur de le vendre et que quelqu'un le conduise. J'ai été renversée par une petite dame dans une de ces grosses voitures. Si vous trouvez la réponse, faites-le moi savoir. Dans un manoir, à 50 km de New York, nous avons trouvé un homme qui a peut-être la réponse. C'est un spécialiste du cerveau, d'origine française. Il travaille pour l'industrie automobile et il a fait fortune en découvrant les boutons sur lesquels appuyer pour manipuler le consommateur qui est en nous. Comment vous vous y prenez pour réussir à faire acheter aux gens des voitures déraisonnables, c'est-à-dire des 4x4 qui consomment énormément d'essence, des choses qu'on n'arrive pas à garer? Quelle est la méthode? Bon, alors d'abord, je ne fais pas acheter aux gens ce qu'ils ne veulent pas acheter. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Donc j'essaye même pas. Les gens veulent des choses qui ne sont pas forcément rationnelles. Clotaire Rapaille est un gourou du marketing. La télévision lui a même consacré un documentaire. Over the years, Rapaille has told car makers to beef up the size of their SUVs and tint the windows, because the code for SUVs is domination. Rapaille travaille pour les plus grands constructeurs automobiles. Il leur a appris un truc essentiel. Chez tout acheteur de 4x4 se cache un reptile en guerre. Petit rappel, dans notre cerveau, il y a le cortex, qui est la partie intelligente et rationnelle. Mais il y a aussi le reptilien, le cerveau animal primaire. C'est lui qui nous fait commettre des massacres ou, accessoirement, acheter une voiture avec un chasse-buffle pour aller au bureau. Il y a ce sentiment qui remonte au temps primitif où le plus gros, le plus grand gagnait. Je veux dire, c'est un combat préhistorique, la circulation. Absolument, c'est un combat préhistorique. Et donc, il y a des instincts primaires qui sont là, qui sont tellement importants. Le reptilien, il est là depuis des milliers d'années. Correspondre au reptilien, ça, c'est un devoir si on veut réussir. Ces codes secrets, Rapaille les vend au service marketing des constructeurs automobiles. Ceux-ci s'en inspirent pour imaginer des véhicules ou des campagnes publicitaires. Aujourd'hui, il va explorer comment notre cerveau reptilien apprécie le Hummer, le plus gros des 4x4.
we need to recreate a situation that is very similar to the one you have when you wake up in the morning. At that moment, when we wake up in the morning, we relax, we're in between, we're not completely awake, but we're not asleep anymore. And the cortex, the control freak of the brain, is not there yet. So, okay, so we're going to try that. So we're going to move the chairs, take a little pillow, go on the floor, listen to the tape, and try to relax. Rapaille forme 3 de ses employés à sa technique un peu particulière. Take a full deep breath and hold it. Then release it like a great sigh. And now we're going back to a time when you were a child, a little boy, a little girl. And I would like you to try to go back to the very first time that you can remember experiencing something like a Hummer. When was your first experience with something like that? Au fond, quand même, est-ce que l'industrie n'entretient pas, pour son profit personnel, puisqu'un 4x4, ça se vend beaucoup plus cher qu'une voiture intelligente, on va dire, est-ce qu'elle n'entretient pas cet état d'instinct primaire dans l'achat de la voiture? Mais si vous voulez, peut-être, si vous voulez, je veux dire que s'il le faisait, ça voudrait dire qu'il serait intelligent. Ils font des grosses voitures, mais à mon avis, elles ne sont pas assez grosses. I went back to when I was 4 or 5. All right. Can you tell us what it is? Or? Yes, it was a garbage truck. A garbage truck. Wow. When I was little, it was a white garbage truck, and it was my first memory, and I remember thinking that it was a monster. Very interesting, this notion of monster. It's a real monster. It's, yeah, for me, it just... I think about the tires. I think the tires are just great. I love the sound of it, I love the size of it. Yeah. I still think it's a great looking vehicle. It's a symbol of, for me, of authority. If it's a Hummer, then it has to be big. If it's a small Hummer, well, then it's not a Hummer. Right, yeah. It's not a Hummer then if it's... Will you buy a small Hummer? No. Reste un mystère. Pourquoi s'entêter à acheter des grosses voitures polluantes? Pourquoi pas des véhicules plus modestes? Si dans ma tête, j'achète une voiture parce qu'elle ne consomme pas beaucoup, c'est que je suis un perdant, un loser. Il y a quelque chose qui manque. Comment ça, je ne peux pas me permettre d'avoir un gros truc. Quel est mon problème là? J'ai le droit à l'abondance. Ça, c'est un droit divin américain. Je veux dire, vouloir réussir aux États-Unis en disant aux Américains, on va vous limiter, ça ne marche jamais. Mais nous allons découvrir que le cerveau reptilien n'est pas le seul qui encourage les Américains à acheter des 4x4 géants. En 2001, les automobilistes américains vont élire un nouveau président qui va défendre leur droit à l'abondance et aux très grosses voitures. George W. Bush est un ancien dirigeant de l'industrie pétrolière, tout comme son numéro 2, Dick Cheney, et Condoleezza Rice, sa conseillère pour la sécurité nationale. Une de leurs toutes premières mesures sera d'offrir un énorme cadeau fiscal aux patrons des petites entreprises. Si ceux-ci achètent un 4x4, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Les Hummers deviennent presque gratuits. Le ministre de l'Énergie doit s'expliquer face à certains journalistes scandalisés. C'est un encouragement pour les patrons de PME, pas seulement pour leurs affaires, mais pour qu'ils achètent les voitures les plus gourmandes en essence. Celles qui pèsent 3 tonnes, les plus grosses. Est-ce bien raisonnable? Je ne pense pas que l'on puisse dicter aux gens quelle voiture ils doivent acheter. Vous les encouragez. On peut presque acheter toute la voiture avec le crédit d'impôt. Je ne pense pas qu'il sera utilisé comme cela. Il y a des preuves que oui. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe plus tard. Le gouvernement Bush ne va pas s'arrêter là. Il va aussi refuser de ratifier un traité international contre le réchauffement climatique. En faisant cela, il revient sur la parole donnée par les États-Unis à Kyoto en 1997. Devant les représentants de 160 nations, le vice-président américain Al Gore avait engagé son pays à réduire lui aussi drastiquement ses émissions. Mais d'une phrase, à la tribune,
il avait évoqué les lobbies du pétrole et de l'automobile auxquels il aurait à faire face. Dans mon pays, les industriels du tabac ont longtemps expliqué que fumer n'était pas mauvais pour la santé. À ceux qui vont s'opposer à notre démarche, nous disons « Nous ne laisserons pas imposer que des intérêts privés priment sur le destin de l'espèce humaine. » Mais le traité de Kyoto, George W. Bush va l'enterrer. Il s'en expliquera face à son challenger John Kerry lors de la campagne présidentielle de 2004. Si on avait ratifié le traité de Kyoto, ça aurait coûté beaucoup d'emplois à l'Amérique. C'est un de ces deals qui vise à vous rendre populaire dans les cours d'Europe. Alors vous signez un traité. Mais je pense que ça va nous coûter trop cher. Depuis que je suis élu, l'air est beaucoup plus pur. Je pense qu'il y a une meilleure manière de faire les choses. Je pense vraiment que pour ne pas perdre le confort de vie auquel nous sommes habitués, et aussi pour protéger l'environnement, il faut mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. Le traité de Kyoto avait des défauts, c'est vrai. Mais ce président n'a pas essayé de le réparer. Il l'a déclaré mort. Nous avons tourné le dos à 10 ans de travail de 160 nations. Et on se demande pourquoi, dans certains coins de la planète, on nous déteste. Il suffit de dire « Et je ne suis pas d'accord avec vous, salut !» Troisième front pour l'administration Bush, sécuriser les réserves pétrolières. En 2003, le président américain se lance dans la première guerre pour les pompes à essence. Le 10 avril, Bagdad tombe. Aussitôt, la capitale irakienne se transforme en jungle. L'armée américaine est incapable de garantir la sécurité de la population civile. Toute la ville est livrée aux pillards. You supported the looters. You, by yourself. You give them the signals and they stop. Au milieu du chaos, pourtant, un bâtiment a été protégé, le ministère du Pétrole. Vous gardez ça depuis le premier jour? 3 jours. Vous voulez dire, dès que l'armée est entrée à Bagdad, vous étiez là? Ouais. Et les pillards, ils essayent pas de rentrer ici? Ils essaient, mais on les empêche. 4 ans plus tard, 650 000 Irakiens ont perdu la vie dans cette guerre. Les populations civiles sont plongées dans la mort et la terreur. Mais les installations pétrolières sont désormais dotées d'une armée de 21 000 hommes. Elle a pour nom Force de protection du pétrole. C'est un travail très dangereux, mais nous sommes prêts à verser notre sang pour les ressources pétrolières de l'Irak. Pour que nous, on puisse rouler en voiture, quoi. Et oui, c'est notre devoir. C'est normal. Cette année, on a eu 29 martyrs, juste sur Kirkouk. Vous les appelez martyrs? Oui, martyrs. En Irak, une loi proposée par le gouvernement Bush va bientôt offrir l'exploitation de 70% des puits de pétrole aux entreprises étrangères. Mais aux États-Unis, une autre guerre fait rage. L'urgence climatique commence à inquiéter vraiment les Américains. Les alertes des scientifiques se font de plus en plus précises. Un mouvement citoyen s'organise pour faire pression sur les politiques de tous bords. And he is in the Rayburn House office building. Rayburn is this one right here. Bryden Ross is his environmental staffer. Bryden. Nice guy, actually. Nous devons diviser par 2 la consommation en essence de tous les véhicules américains d'ici 10 ans. Il n'y a pas d'autre solution. Pour les industries automobiles et pétrolières, des véhicules qui consomment moins d'essence, cela signifie aussi gagner moins d'argent.
Et les climatologues demandent aussi que l'on réduise les émissions des centrales électriques au charbon, qui sont très nombreuses aux États-Unis et rejettent énormément de CO2. Alors les lobbies de ces industries vont se mettre en ordre de bataille pour défendre leurs intérêts. Il y a eu une alliance entre l'industrie automobile, électrique, charbonnière et pétrolière. On appelle ça le Club du carbone. C'est un lobby très puissant et ils sont restés ensemble, soudés. Ils répétaient toujours la même chose. Le réchauffement climatique n'existe pas. Il n'est pas créé par nos émissions et si on essaie de le combattre, ça va détruire l'économie et ça prendra votre liberté. Ce que les gens comme Greenpeace veulent faire, c'est vous prendre votre voiture et détruire votre vie. Qui sont les combattants de cette guerre feutrée ? Ces hommes d'influence forment une armée discrète et efficace. Leur bureau se trouve souvent ici, rue K, à Washington. Derrière ces façades, des dizaines de groupes de pression. Ils interviennent auprès des hommes politiques pour changer les lois, ils manipulent la presse et l'opinion publique. Greenpeace a mené une investigation sur les liens financiers entre certains de ces lobbyistes et ExxonMobil, la plus puissante compagnie pétrolière mondiale. Cette enquête, Greenpeace l'a transformée en programme informatique, disponible sur Internet. Depuis Kyoto en 1997, nous avons découvert qu'ExxonMobil a injecté 20 millions de dollars dans ces groupes. Une centaine de ces groupes de pression ont ensuite pesé dans le débat sur le réchauffement climatique. Au centre de cette toile d'araignée se trouve l'Institut pour une entreprise compétitive. C'est un groupe financé en partie par ExxonMobil. Nous avons rencontré un des dirigeants de l'Institut, un des lobbyistes les plus puissants de la capitale américaine, Myron Ebell. Nous sommes en plein milieu de Washington. Si vous regardez par là, à 3 blocs, vous pouvez voir la Maison-Blanche, le Capitole. Le Parlement est à 2 km dans cette direction. Ça, c'est vos cibles. La présidence, le Parlement, là où vous essayez d'avoir une influence. Exactement. Pendant longtemps, vous avez eu des financements assez consistants de l'industrie automobile et pétrolière, non ? En tant qu'association à but non lucratif, la loi américaine ne nous oblige pas à révéler qui nous finance. Alors on ne le dit pas, c'est tout. Ça nous rend la vie tellement plus facile de ne pas vous le dire. Mais il est connu que ExxonMobil nous finance, car eux, ils sont un peu inhabituels. Ils le divulguent. Ils le mettent sur leur site internet. Pour défendre les idées et les intérêts de ses sponsors, en janvier 2007, Myron Ebell a fabriqué une sorte de clip publicitaire largement diffusé à la télévision. Ils disent qu'il faut forcer les gens à consommer moins. Mais nous dépendons de ces carburants pour notre agriculture, pour transporter nos enfants, pour éclairer nos vies. Et le dioxyde de carbone, ce n'est pas de la fumée ou de la pollution, c'est l'air que nous expirons et que les plantes inspirent. Le dioxyde de carbone, ils appellent ça pollution. Pour nous, c'est la vie. Le réchauffement climatique que nous vivons depuis les années 70 est très modeste. Il va si doucement qu'il ne devrait inquiéter personne. En 2007, cette galaxie d'influence va connaître son premier vrai coup dur. L'un de ses agents, Philip Cooney, doit répondre de ses actes devant une commission d'enquête parlementaire au Congrès. Do you promise to tell the truth and nothing but the truth? Nous sommes présents lors de la première apparition publique de Philip Cooney. L'homme s'occupait d'écologie à la Maison-Blanche. Il était resté invisible jusqu'à ce qu'il soit identifié et dénoncé par un de ses collaborateurs. Celui-ci est là, dans la salle. Pour lui, Cooney est une taupe de l'industrie pétrolière. Je me rappelle avoir tapé son nom dans Google et il n'y avait pas grand-chose sur lui. C'est étonnant le peu de traces qu'il avait laissées. Il est la quintessence des agents qui tirent les ficelles dans les coulisses à Washington.
Pour les congressistes démocrates qui ont convoqué Cooney, celui-ci n'est qu'un fusible. Derrière lui se profile la Maison-Blanche. Pendant les auditions, ils chercheront à prouver que le lobby pétrolier et la présidence des États-Unis sont complices. Pas facile, Cooney est un avocat très habile entouré d'autres avocats et il sait que chaque mot peut lui coûter cher. Monsieur Cooney, vous avez indiqué que votre seule loyauté allait au président, correct? Correct. Cela voulait dire soutenir des réductions d'impôts à l'industrie pétrolière à une époque où ils engrangeaient 125 milliards de dollars de profit, correct? Je peux vous dire que quelques années plus tard, nous nous sommes opposés au pétrole et réduction d'impôts pour les pétroliers. Parlons vrai, Monsieur Cooney. Tous ces points ont été soutenus agressivement par le gouvernement Bush et votés par un Parlement républicain. Vrai ou faux? Il y avait beaucoup d'éléments de notre politique qui n'étaient pas forcément en faveur de l'industrie pétrolière. Pendant 4 années, Philip Cooney fut chargé de superviser les recherches sur le climat à la Maison-Blanche. Les congressistes démocrates aimeraient bien connaître la raison de cet étrange casting. Avant d'aller à la Maison-Blanche en 2001, vous avez travaillé pendant 15 ans pour l'Institut du pétrole américain, n'est-ce pas? Oui. C'est un groupe de pression au service de l'industrie pétrolière? Correct. L'Institut du pétrole américain, un des multiples groupes de pression financés par ExxonMobil, avait ses bureaux dans cet immeuble. Cooney défendait leur position sur le climat. En 2001, il est recruté par la présidence des États-Unis et il est nommé à un poste stratégique au Conseil de la qualité environnementale, là encore, pour s'occuper de climat. Cooney va superviser les travaux des scientifiques américains remis au président sur la question. Rappel important, Cooney n'est pas un scientifique, c'est juste un avocat lié aux entreprises pétrolières. C'est comme ça que ça marche à Washington. Sinon, ils ne trouveraient personne pour ce genre de boulot. Dans le gouvernement Clinton, c'était un écologiste professionnel qui faisait ce boulot. Et il avait sa grille de lecture à lui, tout comme quelqu'un qui vient des milieux des affaires. Lors de l'audition de Philip Cooney, un document secret est rendu public. C'est un plan d'action de l'ancien employeur de Cooney afin de manipuler la perception du public. Sur ce document est écrit noir sur blanc « La victoire sera atteinte lorsque le citoyen moyen aura intégré comme du simple bon sens qu'il y a des doutes dans les sciences climatiques. » Quand je compare ce document de l'Institut du pétrole avec vos activités à la Maison-Blanche, j'ai du mal à trouver une différence. L'Institut du pétrole définit la victoire quand on sème le doute. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Monsieur le Président, j'essaierai d'être concis. Ça n'a rien à voir avec mon ancien poste à l'Institut du pétrole américain. Quand je suis venu à la Maison-Blanche, mon unique loyauté allait au président et son gouvernement. D'après Rick Pitts, son ancien collaborateur, Cooney répandait une ambiance de terreur chez les scientifiques. Il a commencé à apparaître ostensiblement aux réunions des responsables du programme scientifique sur le changement climatique en 2002. Il était comme un policier. Il s'asseyait dans un coin et tout le monde savait que l'œil de la Maison-Blanche était là. Et la pression ne s'arrêtait pas là. Philip Cooney réécrivait aussi les travaux des scientifiques s'il les jugeait trop alarmistes. Il pouvait rayer des phrases entières. Là où existaient des certitudes, il rajoutait des peut-être, des conditionnels, des potentiellement. Sur certaines études, il réalisera jusqu'à 180 modifications. Vrai, j'ai inséré ces mots. Je suppose que vous vous appuyez sur des connaissances scientifiques pour contredire l'étude de cet expert.
Ce n'est pas un rapport scientifique. Voici la question, elle est très simple. Vous avez fait un changement, sur quelle base? C'était le rapport de 2001 de l'Académie nationale des sciences. Et dites-nous spécifiquement où l'Académie disait « potentiellement ». Page 19, ils disent « Au niveau régional et sur une longue échéance, il y a plus d'incertitudes ». Ce que faisaient ces types, c'est qu'ils sortaient un détail qui les arrangeait et ils disaient « Ah, on a trouvé un truc qui remet en cause le consensus. C'est discutable. » Et ils mettaient en avant un élément marginal face à l'énorme somme de preuves. Après avoir dénoncé les agissements de Philippe Cooney, Rick Pills a dû démissionner. À ce jour, il n'a toujours pas retrouvé d'emploi. Philippe Cooney a lui aussi quitté les services de la Maison-Blanche. Mais 3 jours plus tard, il avait un nouveau job, chez ExxonMobil. Nous avons demandé une interview au pétrolier ExxonMobil. Tout comme Ford et General Motors que nous avons sollicité, le pétrolier mondial a refusé notre caméra. En revanche, il nous a envoyé un long mail. Peut-être une conséquence du scandale Cooney, ExxonMobil reconnaît aujourd'hui que malgré les incertitudes qui perdurent, il serait prudent de développer une stratégie contre les risques liés au réchauffement climatique. Du fait des manœuvres des lobbies industriels et des blocages du gouvernement américain, un temps précieux a été perdu. Le protocole de Kyoto a été paralysé, le CO2 ne cesse d'augmenter, la température aussi. Et en 2007, les États-Unis ont même été rattrapés par ce qu'on appelle un pays en voie de développement. Nous partons pour la Chine. Pékin. Dans la capitale chinoise, chaque jour, 1000 voitures supplémentaires. La ville vient d'achever son 6e périphérique. L'électricité est produite par des centaines de centrales à charbon très polluantes. Résultat, en 2007, la Chine dépasse les États-Unis et devient en chiffre absolu le premier producteur mondial de CO2. Oui. Je serai pas à l'heure pour dîner. Je suis coincé dans la circulation. Commencez à manger sans moi. Je pense arriver dans 40 minutes. Ok. Monsieur Zhang passe 2 à 3 heures par jour dans sa voiture. C'est une moyenne à Pékin. Dans la capitale chinoise, les embouteillages sont encore vus comme une sorte de symbole du progrès. Vous savez, quand j'étais enfant, même le téléphone, on n'osait pas rêver d'en avoir un à la maison. Alors une voiture, c'était même pas imaginable. Je suis très content d'en avoir une. C'est pratique, même si je passe 2 heures par jour dans les embouteillages. De toute façon, on ne va pas interdire l'achat de véhicules aux gens. On ne peut pas arrêter le progrès à cause des embouteillages, non? C'est pas possible, non? Et nous allons découvrir que les Chinois aiment aussi les Hummers. Celui-ci appartient à l'épouse d'un agent immobilier. Un Hummer, c'est rare. Et tout ce qui est rare est précieux. Ça attire l'attention des gens. À Pékin, les voitures sont astiquées comme de l'argenterie. En s'approchant de près, on remarque néanmoins qu'elles sont recouvertes d'une poussière tenace.
On a beau les nettoyer, celles-ci ne cessent de se redéposer. L'air de Pékin est saturé d'un étrange sable en suspension, un sable rendu visible uniquement par les carrosseries des voitures. D'où vient cette poussière? Quelle est son importance? Pour mesurer la pollution atmosphérique, les autorités de Pékin ont créé un tout nouveau centre de contrôle. Il est important pour eux de prouver qu'ils prennent des mesures, même si aujourd'hui, la salle de contrôle est un peu déserte. Ce matin, le graphique quotidien de la pollution montre qu'il y a eu, en pleine nuit, un pic très impressionnant. C'est le premier des polluants. C'est la poussière de la Terre, le sable qui vole dans l'air. C'est ça qui a causé ce pic. Voilà d'où vient le sable qui vole jusqu'à Pékin. Les premières dunes se trouvent à 70 km à l'ouest de la capitale. Avec la sécheresse et le vent, elles ne cessent d'avancer, année après année. Pour tenter de fixer le sable, des arbres ont été plantés. La désertification, c'est un phénomène dû au réchauffement climatique planétaire. Nous sommes tous dans le même bateau, vous savez. Et bien sûr, Pékin est touché. En France, vous avez de la chance de ne pas rencontrer ce problème-là, parce que vous vivez dans un pays humide. Le sable en suspension est particulièrement toxique. Dans les hôpitaux chinois, depuis quelques années, les maladies bronchopulmonaires ne cessent d'augmenter. Cet homme est un ancien chauffeur de taxi. Le sable fin détériore gravement l'appareil respiratoire. Il colle aux cellules et il amène des microparticules toxiques dans notre système. Elles attaquent le système immunitaire et créent une porte ouverte aux maladies. Il n'existe pas de statistiques officielles sur le nombre de morts dus à la pollution. Mais en 2007, des experts de la Banque mondiale découvrent que la pollution tue globalement 750 000 Chinois tous les ans, dont 400 000 du fait de la mauvaise qualité de l'air. Ce chiffre aurait dû être révélé dans ce rapport officiel de la Banque mondiale. Mais à la demande des autorités chinoises, il n'est pas publié. Pour justifier la censure, le gouvernement chinois a expliqué qu'il craignait d'avoir à affronter les premières émeutes du fait de la pollution. À 200 km au nord de Pékin, au-delà d'une chaîne montagneuse, on arrive dans une vallée oubliée où la rivière a séché. Alors que dans la capitale, les voitures se multiplient, ici, le réchauffement climatique a tout brûlé. Il y a 10 ans encore, le village de Langtugu vivait de l'agriculture. Aujourd'hui, les derniers habitants tentent de repousser le sable qui avance inexorablement. La maison derrière, là, et celle-là, là-bas aussi, elles ont été presque recouvertes par le sable. Avec ce sable, il n'y a plus rien qui pousse. Il n'y a que les arbres que vous voyez là-bas. Dans le village, il ne pleut plus depuis 8 ans. Monsieur Wei est trop vieux pour quitter sa maison. Il dépend de l'argent que lui envoient ses enfants partis travailler à la ville. Il vit là, sans eau courante, avec l'équivalent d'$1 par jour. Monsieur Wei fait partie de ces 800 millions de paysans chinois qui n'ont pas profité du miracle économique. Pour lui, l'avancée du désert
est une tragédie. Bientôt, on ne pourra plus vivre ici. Les animaux n'ont plus d'herbe à manger. C'est de plus en plus sec et on ne peut rien faire. Maintenant, dans notre village, nous dépendons du ciel. Notre vie dépend de la pluie. Voilà, c'est là qu'elle passait, la rivière. Il y avait des digues qui nous servaient pour l'irrigation du village. Et l'eau venait par là. Avant, il n'y avait pas ce vent aussi fort. Il y a 20 ans, quand j'allais à l'école, il y avait beaucoup de fleurs par ici, à côté de la rivière. C'était formidable. J'allais à l'école en voyant ça. Ça me réjouissait. C'est à cause du climat, tout ça. Avant, il y avait des sources d'eau ici. Et maintenant, c'est mort. Il n'y a plus que du sable. Les sources d'eau sont mortes. Pour ralentir le sable, le gouvernement chinois a fait planter des arbres. Quant aux paysans, ils ne comprennent toujours pas pourquoi cette malédiction est tombée sur eux. Dans plusieurs pays, en ce moment, les températures augmentent. Vous êtes au courant? Non. Les médias chinois n'en parlent pas? On est des paysans, nous. On n'y comprend rien. Mais comment vous ne savez pas? C'est un problème planétaire. Personne ne nous informe. Et comment voulez-vous qu'on sache? Des satellites de la NASA ont photographié certaines des tempêtes de sable géantes qui déferlent sur la Chine. C'est ce voile brun qui couvre l'image. Un quart du territoire chinois est constitué de déserts. Certains sont très anciens, mais ils ne cessent de progresser. 2700 km² de plus par an. C'est un effet direct de l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Ce phénomène inquiète beaucoup les climatologues. D'après ce membre d'une fondation écologique américaine installée à Pékin, le sable chinois irait jusqu'à traverser l'océan. En Mongolie, dans le nord-ouest, il y a des tempêtes de sable qui emportent le sable jusqu'à Pékin. Même au Japon, même jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Il n'y a pas que la Chine qui souffre de ces tempêtes. Les pays voisins souffrent aussi de ce sable. Vous voulez dire que le sable est emporté par le vent jusqu'aux États-Unis? Oui. Et l'augmentation exponentielle des voitures en Chine, l'une des causes du réchauffement climatique, ne risque pas d'arranger les choses. Si on conserve le même rythme de croissance, peut-être que la Chine va dépasser en chiffre absolu le nombre de voitures américaines en 2030. Et là, on a un problème. Peut-on imaginer un monde où la ville ne s'organiserait pas autour de la voiture? Nous avons cherché cette cité idéale jusqu'à la trouver quelque part en Allemagne. Une ville tout entière tournée vers la diminution des émissions de CO2. Ici, même les immeubles de bureaux sont transformés en centrales solaires. À Freiburg, la voiture n'a pas la priorité. Au quartier Vauban, la voiture n'est pas strictement interdite, elle est juste tolérée à condition qu'elle se comporte avec courtoisie. Et qu'on aille la ranger au garage
à l'entrée du quartier. C'est génial parce qu'on peut vivre dans la rue. On peut prendre notre café dans la rue. Il n'y a pas de voiture devant nous. C'est comme avoir un living room supplémentaire. Depuis que nous sommes ici, nous vivons dehors. Le quartier Vauban est une sorte de laboratoire visité chaque jour par des urbanistes venus du monde entier. Ils veulent comprendre un mystère. Comment, au pays de Mercedes et BMW, des Allemands ont-ils réussi à vivre dans une ville où il y a 4 fois moins de voitures que dans le reste du pays? On partage nos voitures. Les gens se sentent beaucoup plus libres de se prêter ainsi leur véhicule. De temps en temps, c'est super d'avoir une voiture, mais au quotidien, c'est sans voiture. Les enfants peuvent voir que c'est possible de vivre sans voiture. Quand ils seront plus âgés, ils pourront décider par eux-mêmes s'ils veulent une voiture ou pas. Mais les gens, ils possèdent une voiture aussi pour envoyer un message, dire qu'ils sont quelqu'un de bien. Un symbole de statut social, c'est ça. Nous, on s'en fiche. On veut juste vivre libre dans cet endroit qui nous plaît. On n'a pas besoin d'une voiture pour ça. Mais pourra-t-on convaincre le reste des automobilistes de changer de culture, de renoncer à la poésie carbonique des moteurs à explosion? Là encore, nous sommes allés poser la question aux moins qualifiés. Vendredi soir, banlieue nord de Paris. Ici, chaque semaine, a lieu une étrange fête. On vient voir danser les voitures. Attention, attention, attention. Un jour, j'ai drifté face à une autre voiture. On s'est évité de ça, quoi. On s'est évité de très peu. Mais aucun accident. Ah bah là, ça a touché. Allez hop. C'est un moteur tous les vendredis. C'est le moteur tous les vendredis. Là, ça fume. Vous aimez ça, les filles? Ah, j'adore. C'est terrible. Qu'est-ce que vous aimez dedans? La sensation qu'il y a quand on est dans la voiture. Ouais. Montée d'adrénaline dès qu'il y a un coup de frein à main. Ouais, et puis qu'on bouge partout et tout. Ça, la vitesse. Ah ouais, la vitesse aussi. C'est pareil pour les voitures. C'est marrant parce que la voiture t'en parle comme d'une personne, en fait. Hein. Bah, c'est un bébé, en fait. C'est une personne, hein. Ça devient presque une personne. La voiture est une personne. Voilà. Elle a un moteur. Comme tout à l'heure, les propos qu'on a eu sur les autres voitures. Voilà. Ça vous soucie un peu ces histoires de normes anti-pollution? Bah ouais, avec tout ce qu'il y a comme pollution, mais tout ce qui est comme pollution et tout, et tout ce qui se passe à la télé aujourd'hui, mais tu sais, quand t'es dans ta voiture avec le bruit, ta voiture a fait un bon petit bruit, t'es tout contente, en fait. T'y penses pas, en fait. Tu penses qu'à ta voiture et à toi. Tu penses pas à l'environnement. Mais tu te dis que c'est pas si tu fais ça sur ta voiture que ça va permettre que... et tout, mais t'y penses pas, en fait. D'après les spécialistes du climat, nous allons devoir diviser par 4 nos émissions de CO2 d'ici à 2050. Bon courage pour la planète.